Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, Marina Lemaire. Mhm. Donc bonjour Marina. Bonjour Miley. Donc On comme dit Miley, pardon. ouais, on dit Maïli. J'adore ton prénom, c'est Ah, très c'est mignon. gentil, merci. C'est breton, c'est un dérivé, d'un prénom breton. Évidemment. Donc comme je te le disais en off, tu es la première invitée de ce podcast, privilège ou Ravie. pas. Mais bien sûr, moi je suis toujours contente d'être la première, hein, écoute. Voilà, tu me le confirmeras en fin d'épisode. Donc l'objectif de ce podcast, c'est d'inspirer les personnes qui ne se sentent pas à leur place à oser changer de vie. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que justement le changement de vie, tu connais. Après des études de psycho, tu deviens directrice d'un établissement de santé médico-social à seulement 23 ans. Tu fondes ensuite Archie en 2020, première marque française de vinaigre de cidre, mais aussi première expérience pour toi en tant qu'entrepreneuse. Une expérience qui s'achèvera 3 ans après, mais qui est loin de sonner le glas de tes aspirations. Initialement entrepreneuse, le terme slasheuse te sied désormais davantage. Tu déclarais récemment sur ta bio Insta: «Je rencontre, j'accompagne, j'aime, je voyage, j'écris». Je souris parce que j'ai vu que tu l'avais changé, dernièrement. Et effectivement, Marina, c'est celle qui s'autorise une escapade en Thaïlande, officiellement de 3 semaines, qui se transforme sans crier gare en 6 mois. C'est aussi celle qui a une communauté sur les réseaux sociaux, mais qui se refuse à jouer le jeu de la régularité pour s'assurer de leur fidélité. On le voit à ta newsletter, que tu choisis de publier à un rythme qui ferait s'arracher les cheveux à tout expert en optimisation marketing. Ou encore à ces temps off que tu t'accordes en pleine nature, sans écran et sans justification surtout. Et que dire de la forme, dont tu ne sembles pas trop te formaliser, lui préférant le fond, l'authenticité, toujours couplée à une pointe d'humour. Dit autrement, Marina, quand on te lit, et bientôt quand on t'écoutera, je crois avoir une exclue de podcast Mhm. à venir, ce qui nous inspire, c'est la liberté que tu sembles t'octroyer dans toutes tes transitions de vie. Et quand on sait que changer de vie, c'est notamment passer par la peur que ça ne fonctionne pas, la peur du manque financier, la peur du jugement, on peut se demander, mais comment fait-elle? Donc je te le demande aujourd'hui, comment t'as fait, Marina? Bah, je pense que c'est, en fait, j'ai une espèce, d'urgence de vivre et ce qui fait que je ne me pose pas 1 milliard de questions quand je sens qu'il y a un truc qui est pas aligné. Je sais pas d'où ça me vient et je le dis souvent parce que quand la première fois que j'ai dit: «Mais j'ai une urgence de vivre», mon psy m'avait dit: «Mais quelle horreur, quelle horreur!» mais en fait, je pense que j'ai vraiment, ultra conscience du fait que, bah, une vie, tu as qu'une a Mmh. priori et que si tu ne prends pas les décisions de sauter dans le vide maintenant et de faire en sorte que tu te sentes, bien Mmh. maintenant et ben, ça viendra jamais à toi et donc voilà. J'ai jamais eu trop peur, de tout quitter, de recommencer. Tu pas le travers négatif de l'urgence de vie? Tu sais qui peut t'amener aussi à faire des choix par, souci de rapidité, par Ah si, précipitation? bien sûr que si, mais j'en ai fait des conneries. Dans ces urgences comme ça, il y a plein de fois où j'ai regretté, il y a plein de fois où je prends des décisions vraiment à chaud et je claque la porte ou des choses qui sont, engageantes et il y a pas de Mmh. going back possible. Mais c'est le revers, c'est effectivement cette impulsivité qui m'a poussée à faire des Mmh. choix des fois un peu trop cavaliers où je me dis: c'était peut-être une connerie». Ouais. Mais au final, c'est toujours pour le mieux. Il y a toujours quelque chose qui t'attend, peu importe le chemin que tu choisis de prendre, il y a Mmh. pas de mauvais choix dans la vie et ça, c'est une pensée qui me déculpabilise aussi énormément. Il y a pas de mauvais choix. Ça va forcément t'emmener quelque part et voilà. C'est pas tant les choix que ce qu'on en fait ensuite, c'est ça? Exactement. Il faut faire confiance, en fait, le chemin que tu décides de prendre, c'est ton chemin, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc juste fais Advienne que pourra. confiance. Exactement. Mmh. Si ça te va, je te propose qu'on remonte un petit peu, dans le passé, qu'on commence un peu par l'enfance, effectivement, par les racines. Est-ce que si tu te souviens de la petite Marina, est-ce que tu te souviens de rêves spécifiques ou de figures qui t'inspiraient? Ouais, je me suis vachement, replongée là-dedans, justement, en partant du principe qu'effectivement, tu as tout dans l'enfance, en fait. Mmh. Tu sens que tout part de là et qu'après on les oublie, nos rêves et qu'on grandit, on a toutes ces couches et on sait plus d'où on vient. Donc je me suis beaucoup posé cette question, mais comment j'étais petite? Et il y a des scènes qui me reviennent, c'est toujours les scènes, du dimanche soir avant de rentrer à l'école. Je détestais l'école, mais vraiment, j'ai été malade Mmh. jusqu'à mes 7 ans pour pas y aller, je faisais tout pour que mes parents me déscolarisent, et c'est toujours des scènes où je suis dans la nature,
chez ma tante, et mon oncle, en Normandie, genre allongés par terre et à prier pour qu'il y ait pas de lundi qui arrive. Hem et cette phobie du lundi qui arrive, tu vois? Je veux que ma vie soit un week-end, je veux que mais vraiment, j'ai pas envie de retrouver des amis, j'ai pas envie d'apprendre des trucs à l'école, j'ai juste envie juste d'être libre, tu vois? Que ma vie, ce soit un vendredi soir et tu vois, ce sentiment de: «Ah samedi, il y a encore dimanche, il y a encore des trucs où je suis pas enfermée». Donc ça, c'est un sentiment qui était vraiment très, très, très prenant, dans ma vie, de pas vouloir, Mmh. être enfermée. Hem et tu peux me redire ta question pour que je sois plus juste, que je parte pas Non, dans non, tous mais les c'est sens? c'est intéressant même là-dessus, tu pas de difficulté comme d'autres enfants l'ont, par exemple, à remplir le vide, du coup? Non, non, alors c'est une bonne question, mais je crois que non, j'avais un peu toujours un truc à faire. Hem, je pense que je me suis jamais trop ennuyée, enfin en tout cas Mmh. j'ai pas le souvenir. J'ai des moments où je me disais: «Je peux pas être plus heureuse que maintenant, je peux pas être plus» enfin je me sentais remplie tout le temps. Mais j'étais dans un espèce aussi de cocon. Mais bon ça c'est une autre histoire. Mais non, j'ai OK, pas eu ce c'est intéressant. sentiment, ouais. Ouais, il y en a beaucoup, je crois, effectivement, qui ont du mal à remplir, tu vois, qui ont cette, peut-être difficulté à s'autosuffire enfant et du coup, Mmh. ça crée plutôt, enfin, l'école devient un refuge aussi, quoi, un refuge de sociabilité. Ça a pas été mon cas. OK. Ça a pas été mon cas, tu sais, moi je vivais avec des parents qui étaient ultra présents. Je vivais avec ma grand-mère aussi, ma grande sœur. On avait des chiens, on avait beaucoup d'animaux, on avait la nature, on avait toujours un truc à faire. J'avais des copains aussi autour. J Peut-être que je me suis ennuyée, mais c'est pas le souvenir qui me Qui te reste? non, non. OK. Ma question, c'était effectivement si tu avais des sources d'inspiration, tu vois, des figures qui t'inspiraient ou alors des rêves de grande fille, effectivement, donc Quand soit des j'étais rêves petite, ouais, hem au-delà de la liberté. et au-delà des figures, par les Spice Girls, écoute, il y a pas de non, ado peut-être, hem, je me souviens de Priscilla Telmont, c'était une voyageuse, enfin et aujourd'hui je dis ça et c'est un peu plus facile parce que ça nourrit le narratif que j'ai de ma vie d'aujourd'hui en me Mmh. disant: «Mais oui, mais c'est vrai qu'ado j'avais ça». Alors que c'est des choses qui n'auraient pas pop, dans ma tête si tu m'avais posé ça il y a 2 ans et que j'étais dans Archi, tu vois? Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à comprendre, mon cheminement à travers quelques références que j'ai pu avoir dans le passé. Priscilla Tellement, c'était une nana, voyageuse, que je sais pas, où j'avais trouvé, l'histoire de cette nana qui était allée dans les traces, d'une voyageuse elle-même, je sais plus. Hem, J'avais lu pas mal de trucs, dans ma préadolescence sur elle. Hem Et autrement en figure, non, pas d'inspiration dingue. Mmh. Hem, Mais c'est enfin, très bien. Si tu en as pas forcément qui te viennent, Excuse-moi. pas de souci, t'inquiète. Parce qu'au contraire, ça veut dire comment, aussi on se construit quand on n'a pas, tu vois, de figure, clé qui nous inspire. Peut-être que je vais quitter ce podcast en se disant: «Mais évidemment, j'avais cette personne». Mais tu vois, je me rappelle beaucoup être, hem, alors j'ai été fan, alors c'est tu sais de groupes, de machins, de trucs, mais ça n c'était pas des figures en soi de vie, libre, mais il y a un truc encore, proéminent qui était quand je partais à l'école, c'était les gens qui étaient à la radio, qui rigolaient et qui avaient l'air, eux, ils restaient là à rigoler à la radio quand moi je partais à l'école, tu vois? Et je me disais: «Oh, «Mais quelle chance, mais quelle chance» et je Mmh. me souviens de ce souvenir de me dire, «Il y a des personnes qui kiffent et pendant que moi je suis enfermée», heu Mmh. et ouais. Autrement, non, j'ai pas j'aurais trop aimé, c'est vrai, avoir une figure comme ça, mais non, j'ai eu personne à m'identifier. Mmh. Peut-être que ça prend place aussi dans la famille?
Parce que je crois qu'il y a eu une forme, non pas de mimétisme dans le parcours, mais tu t'es orientée au final, pour arriver directrice d'EHPAD Ouais, à tes 23 ans et c'est tes parents qui venaient aussi de ce secteur-là, non? exactement. Médico-social en tout Et cas. et 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 tu viens de me repop la figure hem, qui a marqué ma vie, qui était, une de mes grand-mères, effectivement, Mmh. qui était quelqu'un qui avait un caractère, très, 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 très fort, qui était, une ancienne bonne sœur, qui en fait, était bonne sœur dans l'hôpital qu'avait mon grand-père, ou arrière-grand-père, enfin les 2 ont dirigé des hôpitaux, mais je sais plus, de c'était un hospice et du coup les infirmières, les aides-soignantes étaient des bonnes sœurs. Et elle s'est occupée de mon papa, et de son frère jumeau quand ils étaient petits et mon père, des années après, a retrouvé cette femme qui vivait derrière la maison qu'il venait d'acheter, hasard de la vie, et cette femme a été un pilier dans ma vie, que j'ai considérée comme ma grand-mère, mais qui n'était pas de sang, mais de fait. Mmh. Et cette femme, donc qui a été, toute sa vie, pas d'enfant évidemment, pas de mari, hem, c'était pas la bigote, la bonne sœur telle que tu peux l'imaginer. Elle était tellement libre, elle avait un franc-parler des fois, mais on avait même un peu honte. Enfin moi, elle me faisait toujours rire, j'étais enfant, mais elle était vraiment, et ça a toujours été une figure de, je m'en fous, je vis la vie que je veux et un peu affranchie et elle a marqué ma vie. Enfin, j'ai ses bagues, Mmh. cette femme a marqué ma vie. Donc tu vois, c'était pas j'imaginais une idole quand tu me disais ça et je me dis: «Merde», mais Mmh. effectivement, Bah j'ai oui. été bercée, Mmh. sans m'en rendre compte. En fait, si on fait une petite psychothérapie, aujourd'hui dans ce petit podcast. Mais ouais, bah, en fait, oui, j'avais cette femme, ouais. Ouais, Ouais, tout pas de ça hasard, hein. ça tourne Mmh. beaucoup autour de la liberté effectivement là, dans toutes les figures aussi que tu cites, soit géographique avec la première que tu as citée, soit là la liberté d'être soi plutôt. Je fais ce que je veux, je m'en Mmh. fous, alors que le regard des autres, moi, ça m'a quand même, beaucoup, et ça continue de m'impacter et c'est quelque chose dont j'ai peur. Mais elle, c'était cette figure de: «J'en ai rien à faire de ce que les gens Mmh. pensent, rien à faire» et j'avais ce côté: «Waouh, ça c'est le goal quand même». Complètement, un modèle de réalisation, c'est Mmh clair. mh. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à ce rapport à la liberté, tu t'es quand même, dans un premier temps, orientée vers un métier salarié. Ouais, ouais. Comment tu l'as vécu? Est-ce que du coup, tu sentais une dissonance? Tu te sentais divisée? Ou est-ce Ouais, que pendant un temps, ça t'a suffi? ouais, en fait, ça a été génial parce qu'assez rapidement, j'ai eu un poste, à responsabilité puis la direction. Mais c'était dans des groupes et dans des groupes, tu as, aussi, bah, tu as le la direction générale. C'était pas dans des hôpitaux publics, moi, c'était dans des hôpitaux, enfin des établissements médico-sociaux, associatifs, et privés, enfin privés lucratifs ou non lucratifs. Mais bref, tu avais un comité de direction, des gens au-dessus. Et je me souviens, quand j'étais à la tête de l'établissement, c'était super. Vraiment, c'était une vie ça courait partout, même j'ai fait de la canicule, sans enfin, il y avait pas d'infirmière coordinatrice, il y avait pas c'était un bordel monstrueux, monstrueux, ce que j'ai vécu, dans mes jeunes années de direction. Mais j'étais vraiment à ma place. Je me sentais vraiment, Mmh. vraiment bien. Et en revanche, quand j'ai émis le choix d'aller plus loin et qu'on m'a dit: «Non mais en fait, tu trop jeune, genre fais tes armes, tu verras après», c'est là que j'ai commencé à me dire: «En fait non, je sens que j'ai envie d'aller plus loin». Donc j'ai claqué la porte une première fois et je sentais que là, il y avait quelqu'un qui me disait: «Non en fait, tu peux pas, Mmh. et c'est moi qui décide que toi, tu es trop jeune». Et donc j'ai claqué la porte d'un 1 groupe, j'en ai fait un deuxième, on m'a redonné un poste à beaucoup plus de responsabilités et là, c'est moi qui me suis dit: «What?» Il y avait un lit dans mon j'avais un bureau avec une chambre derrière, avec le lit, derrière, mais au-delà des astreintes que tu devais faire une fois toutes les 4 semaines, ce qui est normal, où tu es appelé enfin, pour faire des gardes et cetera. Mmh. C'était, si tu finis trop tard et c'était normal de dormir ici, en fait, on me l'avait amené comme ça. Et après une semaine, je me suis dit: «Mais je veux pas ça, en fait. Je veux pas être esclave de ce taf». Et c'est aussi là que j'ai réalisé: «Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis enfermée dans un» je me suis enfermée, tu vois? Ce terme, il revient souvent. Ouais, on en revient à la liberté aussi, Et quoi. c'était la liberté de quand ce n'était pas la liberté de savoir que j'avais, toujours quelqu'un au-dessus de moi qui allait me dire: «Non, en fait, tu restes à ta place» et voilà. C'était la liberté de: «Je ne peux pas disposer de mon temps comme je le souhaite et on attend de moi que je sois là, tout le temps» et ça, j'ai pas réussi à dealer,
avec ça. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 3 ans, 3 ans, ce qui est, super rapide, hein. Mmh. Ça m'a pris 3 ans pour me réaliser que c'était pas ma voie et aussi, pour réaliser que pourquoi j'étais allée là-dedans, que je ne m'étais pas posé 2 secondes 30 la question de savoir si c'était mon chemin. Que je l'avais suivi parce qu'effectivement c'était un environnement qui pour moi, que je connaissais de mes parents, de mes grands-parents. J'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais c'était la voie de la famille, donc c'était forcément la mienne et c'est là où je me suis dit: «Mais attends, je vais pas penser ce qui était à moi et Mmh. qu'est-ce que je veux profondément?» et c'est là que j'ai fait un stop. Du coup, c'est un process de déconstruction, finalement? Complètement, Parce que ouais, tu changes de statut, tu ouais. deviens salarié à entrepreneuse justement et on verra, peut-être Mmh. les ressources aussi qui t'ont aidé à y Ouais, arriver. ouais. Typiquement, je sais que ton compagnon était entrepreneur à l'époque. Ouais, tout à fait. Je pense que ce genre de figure, ça peut beaucoup aider, mais tu me diras Ouais. effectivement si c'est le cas. Mais par contre, il y avait quand même un lien, parce que tu te tournais vers le vinaigre de cidre et je crois que ta grand-mère, justement, Bah, heu c'était ouais, c'était encore ça, c'était cette femme, qui avait, qui je dis évidemment ma grand-mère, mais qui, avait, surligné des trucs, sur le vinaigre de cidre et tu sais, le corps parle. Donc quand j'étais pas trop bien dans mon taf, c'est aussi là que j'ai commencé à développer des problèmes. C'était aussi, concomitant à l'arrêt de la pilule, mais c'était enfin, je pense pas que tu aies tant d'effets secondaires dans ton corps quand tu arrêtes la pilule quand même. mmh. Donc c'était aussi preuve d'un dysfonctionnement qui était d'ordre, plutôt psychologique. C'est là que j'ai remis les choses en perspective. J'ai pas quitté mon taf en me disant: «Demain, je crée une boîte de vinaigre de cidre». Mais j'ai quitté mon taf et mon copain de l'époque me disait: «Meuf, tu peux tout faire. Tu peux tout faire dans la vie. T'aimes quoi? Si ça se trouve, ton kiff, c'est de danser en tenue de plongée, dans la mer». Enfin, je il me dit: essaye des trucs, cherche, qu'est-ce qui te fait vibrer?» et c'est la première fois qu'on me posait ces questions-là. Mmh. Et en fait, je me rendais compte qu'à cette époque de ma vie, je passais ma vie, mais ma vie, hem, hors, taf, à regarder des choses sur quoi manger pour, améliorer mes symptômes. Enfin, je commençais à comprendre que ce que tu mets dans ton corps a un impact. C'est Mmh. là que le cheminement me dit et quand j'ai découvert le vinaigre et que j'en prenais tout le temps, c'est là que j'ai commencé à me dire: «OK, en fait, ce sujet-là, c'est ma passion. Je passe ma vie dessus. Il y a peut-être un truc à en faire. Ça Mmh. je peux peut-être en faire une activité professionnelle» Mmh. et c'est comme ça que le cheminement s'est fait. Mmh. Ouais, je comprends donc tout a cheminé enfin, ton cheminement s'est fait autour de ça, en tout cas. Ouais, ouais. Mais à quel moment est-ce que tu t'es vraiment autorisée à passer le cap? À partir du moment où moi c'est drôle pour quelqu'un qui pense qu'elle a pas de modèle, vu que mon conjoint de l'époque était passé en premier à m'avoir un peu montré sans me montrer, mais à vivre avec, j'avais vu comment ça se passait, de: «OK, tu as une idée, tu peux aller trouver des ressources, et puis tu montes l'avion en vol». Je me suis dit: «OK, c'est faisable». Donc déjà, d'avoir eu un modèle de: Mmh. «OK, je peux calquer ce modèle-là». D'avoir eu la confiance aussi de se dire: «Eh meuf, tu as le chômage, 2 ans devant toi, essaye et et puis si tu supportes pas les patrons, bah, c'est peut-être que tu es pas faite pour en avoir» et ouais, le déclic, c'est, quand je me suis autorisée, c'est de me dire: «J'ai 2 ans devant moi, il y a rien dans tout mon champ des possibles qui m'enthousiasme plus que d'essayer de me lancer toute seule dans une boîte» et donc la solution par défaut, ça a été d'essayer. Mmh. Donc plutôt que les peurs, finalement, c'est la joie d'expérimenter quelque chose de nouveau qui t'a animée. Ouais, ouais. Et par rapport à ce rôle modèle dont tu parles, donc ton compagnon de Mmh. l'époque, hem, est-ce que tu crois du coup qu'on est déterminé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une forme de déterminisme dans le fait d'entreprendre aussi? Ou est-ce qu'en fait, c'est aussi un concours de circonstances, on va dire un cumul Ouais. d'opportunités, de chances, de réseaux, de circonstances? Tu parles de chômage aussi, tu vois? Ouais, je pense qu'effectivement, faut pas mettre de côté la sécurité, d'ordre émotionnel, d'ordre financier, qui est bien plus facile, quand tu as envie de te lancer, de savoir que tu as un petit truc. Je pense que sans avoir eu la sécurité financière du chômage ou de mon conjoint, le support émotionnel, Mmh. je n'y serais pas allée Mmh. et je pense que c'est vain de faire croire aux gens que, et c'est nul, en fait, de faire croire aux gens, surtout des nanas qui sont pétées de thunes ou qui ont un conjoint qui gagne énormément, de dire: «Ah non, mais allez-y, de toute façon, faut se lancer et tout». Non, non, en fait, il y a un minimum de sécurité à avoir. L'entrepreneuriat est suffisamment compliqué, hem, pour, pour ne pas que tu aies un enfin, il est important pour moi d'avoir une petite sécurité et je
évidemment, il existe des profils profondément entrepreneurs Mmh. qui iront et qui sauteront dans le vide sans filer et ils ont mon respect plus que n'importe qui, Mmh. mais c'est pas la majorité et hem, je pense qu'il y a 2 types de personnes. Tu as ceux qui le sont profondément de fait, qui viennent d'une famille d'entrepreneurs, qui savent Mmh. qu'il y a pas d'autre voie possible, en fait et puis tu as ceux qui apprennent à le devenir. J'en fais partie Mmh. et à force de rencontres et de personnes qui disent: «Bien sûr que tu peux». Complètement, je te rejoins complètement. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'aurais pas eu mon compagnon comme aussi figure, Mmh. du «c'est possible», finalement. Je dis pas que je l'aurais pas fait, mais je pense que je l'aurais pas fait tout de suite. Tu vois? Que ça Ouais, tu se aurais serait peut-être eu peut-être fait dans besoin le temps de plus long. mmh. Ouais. Hem, Au-delà des ressources, du coup, est-ce qu'il y avait des obstacles quand même, tu vois, des peurs, des résistances personnelles? Bien sûr. Donc tu parlais d'argent tout à Ouais. l'heure. Ouais, ouais, bien sûr, alors j'avais, vu que 2 ans dans ma tête, ouais, c'est long, tu vois? Je pensais pas que cette boîte serait un mastodonte, mais je pensais que j'allais assez rapidement pouvoir retomber sur mes pieds et aller toucher le SMIC et puis, me fai voilà. Donc je me disais: «Bon, j'ai 2 ans devant moi avant de pouvoir me payer, 1 500 balles, ça va le faire» et j'ai pas des gros besoins, j'ai pas voilà, donc ce qui aide aussi de pas avoir un train de vie dingue quand tu commences à te lancer. Parce que quand tu es maman avec 3 enfants à charge, c'est une autre galère. Hem Les obstacles, ça a été, les 1 fois, tu sais, où faut faire dans l'ombre, faire mes recherches, trouver les fournisseurs, trouver, bah, déjà, l'obstacle de: «Bonjour, j'ai un projet, je suis entrepreneur», de changer ton mindset et d'aller démarcher les gens en te disant: «J'ai un projet, je suis entrepreneur, je lance ma marque». C'est déjà un premier cap à passer. Et de arrêter de te dire: «Ah non, mais pour qui je me prends? Je suis pas légitime, machin». Ça, de faire le switch, c'est Comment tu un l'as fait premier ça, obstacle. le côté légitimité? Ben, Est-ce que il c'est le fallait temps? avancer de toute façon. Mmh. Il fallait avancer donc j'allais pas dire, il fallait que je donne confiance aux gens et c'était quand tu n'as pas le choix, tu le fais. Mais et c'est aussi la façon dont mon ex-conjoint parlait de moi. En disant: «Mais Marina, elle a un projet, c'est extraordinaire, ça va mieux cartonner que mon truc et tout» et lui, en l'entendant parler, j'avais l'impression qu'il parlait d'une autre personne. Mais j'ai pris son narratif aussi et j'en ai fait Mmh. mien. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé de voir qu'il y avait des personnes qui croyaient en moi plus que moi-même. Et puis, bah, à un moment, si tu as envie d'avancer, tu es obligé. Personne va le faire à ta place quand tu es tout seul. Donc si tu veux, il y a eu ce switch-là, il y a eu le fait de rencontrer et puis de commencer à avoir ton écosystème autour de ton nouveau projet. Tu commences à te prendre au sérieux. Là où j'ai vraiment eu du mal à passer le switch, donc j'ai fait j'ai eu des subventions, j'ai pitché mon projet et cetera. Mais je sentais que pour me lancer et être visible aux yeux du monde, j'avais besoin de quelqu'un d'autre. Et là, je cherchais absolument une autre personne en me disant: «Mais je peux pas faire toute seule, ça je peux pas». Et c'est pour ça que j'ai absolument eu besoin de chercher un associé à un moment Mmh mh. donné. Parce qu'il y avait une limite que je n'arrivais pas à franchir, c'était maintenant le sortir publiquement, tu vois? Mmh. Heu et voilà et c'est là que je me suis dit: «Bon, ça va être une grosse tâche, j'ai besoin qu'on soit 2 et ça, j'arriverai pas à le surmonter toute seule». Mmh. OK. Et au-delà de la légitimité, est-ce qu'il y a eu d'autres blocages? Tu parlais tout à l'heure du regard des autres. Est-ce que ça s'est manifesté à ce moment-là ou plutôt a posteriori? Non, pas à ce moment-là, quand je faisais les trucs en sous-marin, j'étais non, j et puis j'aime bien aussi être un peu vue comme, on sait pas Mmh. on sait pas ce qui est fait Marina, je pu c'est quoi son truc? Et un peu sortir des cases donc ça limite ça mettait de l'eau à mon moulin, un narratif de moi que j'aimais plutôt bien. Non, non, ça a vraiment été, de l'assumer publiquement, et publiquement, réseaux sociaux, enfin auprès Mmh. d'inconnus, ce qui est très bizarre. Oui. Mais ouais. Et ça, typiquement, l'assumer auprès d'inconnus? Bah, l'assumer auprès d'inconnus, il y a eu de sortir le projet, ça a été une chose et ensuite d'incarner, ça a été autre chose. Et ça, en fait, l'idée que quelqu'un parce que j'aurais eu peur de le faire, l'idée d'avoir une tierce personne qui incarne pour moi m'était plus insupportable que, l'anxiété d'y aller. Et en fait, je pense que c'est un bon truc, pour, quand tu as un obstacle que tu n'arrives pas à franchir, Mmh. que l'idée de ne pas franchir l'obstacle et les conséquences que ça peut avoir
te soit plus insupportable que l'anxiété que ça te génère, c'est un go-to, tu es obligé Ouais. d'y aller, tu vois? Et et donc il y a pas eu d'obstacles insurmontables. Il y a simplement eu à faire le deuil, enfin, à faire ce constat douloureux que si tu ne le fais pas, mmh, les conséquences sont pires. Et là, en l'occurrence, de ne pas me montrer et d'avoir une tierce personne qui raconte mon histoire à ma place et du coup mente un peu ou joue un rôle, ça m'était complètement insupportable. Donc je me Mmh. suis dit: «Ça, je dois m'en occuper». Ouais, le fameux ratio coût-bénéfice, effectivement. Exactement, Mmh. ouais, ouais. Et dernière question sur cette période justement où tu as switch. Est-ce que tu étais très perméable, par exemple, aux envies des autres? Je m'explique, ça c'est un truc que j'ai remarqué notamment avec les personnes que j'accompagne. Quand on a envie de monter son projet, on peut très très vite tomber dans le désir de l'autre, en le Ouais, sentant un petit peu animé, justement inspiré par ce qu'il fait. ouais, Et c'est très dur finalement de toucher à ce qui nous anime foncièrement. Donc toi, ouais. ça a été le vinaigre où tu te rendais compte que tout ce que tu faisais entrer dans ton corps aussi te parlait. Mmh. Est-ce que tu as eu cette période où tu pouvais être, ouais, perméable aux envies des autres, te perdre un peu dans les désirs, extérieurs? Au départ, pas du tout. Au départ, j'étais vraiment, heu, non, non, c'était mon idée, mon bébé, je savais où j'allais, j'avais une ouais. Et puis après, oui, j'ai perdu confiance, et j'étais assez, heu, plus infusée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en écoutant parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Au départ, heureusement, tout ça, je les entendais pas. C'est pour ça que je pense que j'ai cassé un peu les codes et que le produit aussi a fonctionné. Mais après, dans la boîte en elle-même, oui, je me suis un peu, excusée d'avoir des opinions différentes et j'ai perdu confiance en moi et ouais, hem, j'ai été perméable, ouais, comme tu dis. Ouais. Sur la fin notamment? Notamment sur la fin, c'est là où j'ai commencé à me perdre, et à ne plus réussir à exprimer mes envies Mmh. et avoir peur de le faire. Et là où d'avoir la boule au ventre, d'exprimer ce que tu veux pour ta boîte, c'est pas normal, en fait. Mmh. Et c'est là où j'ai mis le choix de partir, en fait. Quel garde-fou avec du recul tu aurais mis en place? Pour justement pas arriver, à cet état où, comme tu dis, tu t'es perdu. J'aurais pris un coach, honnêtement. J'aurais pris un coach et j'aurais fait plus attention à moi, à prendre du temps pour m'écouter profondément et à me rappeler qu'en fait, c'est horrible ce que je veux dire, ça fait très pédant, mais c'est pas horrible. Hem, un jour, j'ai rencontré à la suite de cette aventure, j'étais complètement, hem, j'étais un peu, retournée, hein, par ce qui m'arrivait et tout. Il y a une personne que je ne connais pas qui est un ophtalmo, c'était un soir, heu, vraiment je rentre deep dans ma vie là. Hem, c'était un rendez-vous, un vendredi soir, et et il y a un ophtalmo qui me dit: «Mais ça va? J'ai l'impression que vous traversez quelque chose d'un peu difficile en ce moment. Je ne sais pas qui est cet homme». Il m'a jamais vue. J'ai dit: «Oui, oui, c'est un peu compliqué». Et et il me sort deux trois trucs. Il me dit: «Je sais pas quelle est votre vie, mais je sais reconnaître une belle personne quand j'en vois une et tout ce que je peux vous dire, c'est ne croyez pas ce qu'ils vous ont dit, le génie, c'est vous». Ah, c'est fou. Et j'ai dit: «What? What?» Mmh. Et ça a calé, enfin, je sais pas. Et il m'avait dit quelques trucs et j'ai noté, à l'issue de ce rendez-vous des trucs qu'il m'avait dit. Ce mec, cet ophtalmo, je ne sais pas qui était cet homme, j'ai jamais retrouvé son nom parce que c'était un remplaçant. Bref, truc très bizarre. Et c'est ce que je voudrais que tous les entrepreneurs Mmh. sachent. Quand tu te lances avec ton idée, le génie, c'est toi. Tu peux faire des conneries de gestion et cetera, mais pour les idées, le génie, c'est toi. Et Mmh. même si personne ne comprend là où tu veux aller et si on te prend pour un débile ou un fou, le génie, c'est toi. Et moi, je l'ai perdu en cours de route, cette Mmh. idée-là, cette confiance que, bah, ouais, il y a peut-être des trucs moins mainstream à faire, mais en fait, c'est ta voix pour être, bien et aligné. Et ça, j'aurais aimé que quelqu'un me cheerlead un peu, Mmh. pendant le process et je me serais fait accompagner davantage, je pense. Mmh. Ouais. Bon là, tu as eu un ophtalmo. J'ai eu mon ouais, mais Expérience un peu mystique, et mais c'était une expérience mystique et mmh. c'était après coup, tu vois? Ouais, ouais. Et ça m'a aidée, et ça, je voudrais le garder dans les Mmh. expériences d'après, de me dire: «Quoi qu'il, rappelle-toi que tu es quelqu'un de bien avec des idées qui t'ont amené là». Mmh. Et ça, je voudrais vraiment que ça infuse chez tous les gens qui se lancent, de pas écouter, Pierre, Paul, Jacques. Mmh,
d'écouter le cœur de la personne qui s'est lancée en premier. Ouais, effectivement, mais c'est difficile de s'affranchir. Là, j'imagine aussi que Absolument. la boîte grandissait, Mais donc les bien genres de sûr, jeu étaient différents. absolument, absolument. Et puis, c'était, tu sais, en prenant des associés, en prenant des investisseurs, c'est aussi le cadre que tu choisis, hein, de Mmh. diluer aussi la responsabilité et tout. Donc, c'est le jeu, Mmh. mais c'est pas un jeu qui me correspond. Mmh. Et donc, j'ai pris un chemin de traverse. Donc tu as pris un chemin différent, tu as revendu. Ouais, j'ai Heu, revendu mes parts. C'était il y a un peu plus de 2 ans, je crois, Exactement, maintenant. ouais, ouais. Hem, donc justement, tu venais de te construire une nouvelle identité d'entrepreneuse 3 ans avant. Mmh. Il est à nouveau question de déconstruire quelque chose, Exact, ouais. surtout qu'il y avait toute une image publique aussi que tu avais construite autour Ouais. d'Archie. Mmh. Comment se passe cette nouvelle déconstruction? Bah, justement, c'est cette période-là, il y a eu 3 mois aussi. Il faut savoir que j'ai annoncé publiquement en novembre ou en décembre que je ne faisais plus partie de la boîte et de septembre à novembre, pour moi, enfin, ça a été 3 mois où même mon nom sur Instagram était encore, le nom, Marina Archi et Mmh. cetera et j'étais bloquée dans une identité et je ne savais pas comment faire pour Mmh. en sortir. Comment le raconter aux gens? Comment, garder, toute la avec la politique, et puis moi j'ai du mal à faire semblant, mais de pas raconter ce qui se passe dans les coulisses, de faire en sorte que les choses soient un peu jolies, un peu voilà, les gens n'ont pas besoin de savoir tout l'envers du décor. Bien sûr. Hem, et puis où je vais quoi? Qu'est-ce que je raconte? C'est qui cette Marina si Mmh. ce n'est plus Marina Archi? Je veux dire publiquement. Et donc ça a été ultra difficile. On ne se rend pas compte à quel point c'est le bordel de changer, d'un état à un autre publiquement. Et et ouais, j'ai eu la chance que cette boîte fonctionne, que du coup j'ai pu en être, la figure, enfin chance ou enfin je l'ai été en tout cas. Mmh. Et mais ça vient avec son lot de que vont penser les gens? Mmh. Alors qu'en fait, quoi que tu fasses, tout le monde s'en fout et que les gens ils te regardent pas autant le nombril que toi-même, quoi. Donc Mmh. mais ça a été quand même une j'ai eu très, 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 très peur de l'annonce Mmh. et de pourquoi on me suivrait maintenant, j'ai plus rien à défendre. Alors là, c'est vrai qu'il y avait une image publique, mais Ouais. même sans enjeu public, en fait, on le voit, il y a une espèce de, comment dire? De confusion dans l'identité professionnelle aussi, qui amène certaines personnes à avoir beaucoup de mal à renoncer à des jobs, type, je sais pas, le mec qui bosse en M&A, qui a un métier très prestigieux, tout d'un coup, ne plus être ce consultant-là, c'est qui? C'est être Ouais. qui finalement? Donc c'est une question qui se pose souvent. Est-ce que toi, t'es passé aussi par ce step de te dire, «Mais qui suis-je?» au-delà de l'image, tu Bien vois? sûr. Bien sûr, ouais, mais c'est terrible parce que le «qui suis-je?» il passe après le «que vont penser les gens?» Mmh. et effectivement, tu fais bien de le dire parce que cette image publique ou pas, finalement, on s'en fout. Tu as toujours une image, qu'elle soit, que tu aies, des milliers de followers ou pas, de ton cercle professionnel. Moi, j'en connais aussi beaucoup de personnes qui, juste avaient des collègues et qui se lancent en solo Mmh. et qui se disent: «Non mais franchement, ils vont me prendre pour une folle, tout le monde va se foutre de ma gueule avec mon nouveau projet» et Même sur le plan perso d'ailleurs, hein. Regard effectivement complètement. des Ouais, proches, ouais. des amis aussi. Mmh. Je sais que c'est une grosse problématique aussi, le regard des amis parfois. C'est terrible. Les Mmh. amis, c'est censé être un bonus, quoi. Enfin, qu'est-ce que Mmh. ça peut leur faire bon bref. Mais oui, oui, l'entourage est très dur. Pardon, j'ai encore loupé ta question, enfin Non, de non, on parlait d'identité, de ouais, manière large effectivement. mmh, Donc tu quittes Archi. ouais. Comment ça se passe justement cette reconstruction d'une identité dont tu nous parleras ensuite? Comment ça se passe? Tu pars à l'étranger, je crois? Il y a eu une période donc cette période de transition de septembre à décembre, Ouais. on est venu me chercher, pour que j'accompagne les gens. Ce sachant dans mon cercle d'entrepreneurs que j'avais quitté Mmh. Archi, des gens sont venus me chercher en disant: «Tu veux pas m'accompagner? Tu veux pas m'aider?» et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le conseil, dans le coaching et j'ai eu cette phase un peu de, «Oh mon Dieu, d'un point de vue financier, mon Dieu, c'est trop bien, j'ai la liberté, je sais pas où je vais publiquement, mais mmh, intérieurement, j'ai ce coaching, je suis bien, j'ai plus d'invest, j'ai plus rien et je gagne ma vie et c'est trop bien, j'ai jamais gagné autant, c'est cool». Donc il y a 4 semaines un peu des 4 mois de déni, un peu de: «Ah, je suis trop bien». Et puis il y a le petit truc qui se fait sentir et quand je jeûne notamment, de me dire: il y a peut-être un truc qui va pas si bien que ça». Mmh.
Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais faire une petite pause et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit truc à soigner quand même et que j'étais repartie, tête baissée dans un nouveau projet que je n'avais pas choisi. J'ai Mhm. pas arrêté Archie pour faire du coaching, hein, Mhm. ou du consulting, pas du tout. J'ai arrêté Archie sans filet, hein, faut savoir, Mm. je n'avais pas de enfin sans filet, j'ai vendu les parts de ma boîte, mais c'était pas, j'avais pas de projet derrière Mm. professionnel, Mm. pas du tout. Je partais pour partir. Hem, mais je partais sans avoir idée que fallait guérir avant. Mm. Mais à l'image d'une relation de couple finalement. Exactement, Séparation où t'enchaînes avec quelqu'un d'autre au lieu de prendre ce temps pour toi. exactement et ouais, ouais et tu meilleure analogie. Mais il y a tellement de ponts, je trouve, Ah, entre la c'est vrai, hein. transition de vie et le couple. Ouais, Pareil, ce qu'on va chercher aussi dans le couple et ce qu'on peut trouver aussi dans un ouais. job. Enfin, il y a plein, plein de ponts à faire. Mmh. On n'investit pas du tout nos vies professionnelles comme on investit notre quête amoureuse, par exemple. C'est faux, ouais. Il y a plein d'analogies à faire. Et du coup, tu pars à l'étranger. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est une forme aussi de pèlerinage pour te retrouver? Comment tu le Oui, vis? exactement. Là, la première fois, c'est un petit, 3 semaines solo à souffler et heu et puis, en fait, je me dis: «Mais pourquoi rentrer? Il y a quoi qui m'attend? J'ai rien, je suis bien dans ce pays, je suis bien loin». J'ai besoin d'espace, en fait, j'ai cette idée qui m'obnubile de faire de la place, faire de la place. Je sens qu'il y a un truc qui doit sortir. Donc le jeûne m'avait aidé à faire de la place Mmh. et là, j'avais besoin d'un espace, pas être étriquée à Paris, pas être étriquée en France, pas être étriquée avec les personnes que je connais déjà, juste faire de la place de tout ça, m'émanciper de tout. J'ai besoin de me retrouver et donc la fuite au bout du monde, était une voie royale, Mmh. et je dis pas du tout que c'est la solution. Il y a pas besoin de se barrer au bout du monde, pour se retrouver. Mais moi, j'avais juste pas d'attache, j'avais plus rien. Donc voilà. C'est mieux, au soleil, tu vois? Mmh. À part mon chien, ma famille, mais c'était vraiment un moment où et toute ma vie, j'ai pas fait d'Erasmus ou j'ai pas fait de trucs comme Mmh. ça et toute ma vie, je me suis dit qu'il me manquait, heu, une expérience à Mmh. l'étranger et là, je me suis dit: «En fait, ma vie est ici» et voilà. Mais tu Donc rentrée? mais je suis rentrée de force, par amour. Ah, c'était par amour, Bah, je l'ai d'accord. rencontré là-bas et puis OK, après, d'accord. 6 mois après, me voilà londonienne. Voilà, D'accord. voilà. Mais c'est vrai que tu as un bon rapport au vide parce que tu vois, tu parles de jeûne, moi j'en ai fait un aussi et c'est pas forcément simple d'accueillir ce vide et se dire qu'on est suffisamment rempli de l'intérieur pour le Ouais, combler, cet ouais. espace. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, une difficulté à s'arrêter, ne serait-ce que se mettre au chômage ou en arrêt maladie parce Mmh. que c'est ouvrir la porte à du vide, Bien sûr. à de l'espace. Mais comme tu dis, il est primordial. Ouais et puis ce que tu fuis, c'est ce dont tu as le plus besoin Mmh. et donc et moi, j'ai toujours, aimé cette idée d'aller dans le dur pour aller vite, 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 on trouve la solution, tu vois? Mmh, mmh Moi, mh. c'est pas vite, 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 on rush, c'est vite, 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 faut tester plein de trucs Mmh. pour trouver la solution et c'est des voies royales de faire le vide. Quand tu es paumé, Mmh. bah, arrête tout Mmh. et c'est antinomique Mmh. Tout à fait. mais c'est là que tu trouves le plus de réponses, ouais. Tout à fait. Mais ta force, c'est d'avoir aussi cette énergie d'action, en fait. De très, très vite aussi passer à quelque chose de dans le réel, tu vois? De Ouais, pas rester trop longtemps dans la réflexion aussi. exactement. En fait, j'ai peur de l'inertie, et encore une fois, ce qui pousse à faire, aussi beaucoup de conneries et à ne pas laisser le temps au process. Mmh. Moi, un truc qui marche pas tout de suite, et on me dit toujours, c'est difficile pour moi d'aller au bout des choses, mais même dans le processus de guérison et ça prend du temps de se réapproprier ses pensées, son corps et moi oui, j'ai toujours envie que ce soit Amazon Prime, mais c'est pas forcément évident. C'est pas toujours possible. Hem, donc 2 ans après, donc là, on est justement 2 ans après cette Mmh. revente. Est-ce que tu considères que tu es à ta place? Plus que jamais, ouais. Et encore une fois, tu m'aurais demandé ça il y a 6 mois, je me serais dit: «Moi, il y a encore un truc», mais là, je sais où je vais. Je sais Mmh. très bien que je disais toujours: «Oui, le coaching, le conseil, c'est pas ma vie» et je te l'ai dit encore tout à l'heure en rentrant, Mmh. mais je sais que c'est une partie de ma vie qui me permet aujourd'hui d'avoir, j'ai l'expérience d'avoir monté une grande boîte
j'ai l'expérience j'ai la volonté de remonter quelque chose de grand et de défendre un projet qui est plus grand que moi, mais j'ai aussi euh, l'envie de ne pas sacrifier ma qualité de vie et donc d'avoir la chance d'avoir ce coaching, ce conseil comme une arme de plus pour aujourd'hui me permettre d'aller faire la phase numéro 3 et qui, je sais, se passera dans la nature en grande partie et à défendre un modèle de vie qui ferait en sorte que les gens se sentent mieux, humblement. Je veux... Ouais, aujourd'hui, je sais où je vais. Je vais, pour résumer, ouais, je suis dans une... je suis vraiment dans l'après, là. Tu sais où tu vas et tu sais comment, du coup, combler tes besoins, de ce que je comprends. Tu parles de besoins de nature. Ouais. Il y en a d'autres? Le besoin d'être avec des personnes qui me... pas de rencontrer sans cesse, mais de rencontrer les bonnes personnes et d'être aussi plus picky avec les gens avec qui je partage mes amitiés, etc., et les gens qui m'entourent. Là où avant, j'étais un peu biaisée, enfin, j'avais quelqu'un de gentil, c'était suffisant. Maintenant, c'est pas ça. Plus d'exigence, un petit Plus peu? d'exigence. Aujourd'hui, les gens vraiment ancrés, qui sont pas faux, qui se racontent pas des histoires, et c'est primordial de passer du temps avec eux. Donc ouais, la nature, le temps de prendre le temps, c'est super important pour moi de pas tout surcharger et des belles personnes. Ouais. Bah, tu as trouvé la transition parfaite. Je voulais justement te questionner par rapport à ton rapport au temps. Parce que je trouve que dans ces moments de transition de vie, le rapport au temps change aussi beaucoup. On ne le Ouais. gère pas de la même manière, on Non, le regarde ouais. pas de la même manière, on le vit pas Mm. aussi. Ouais. Dans cette nouvelle phase, j'avais plus ce... J'ai eu si tu veux, la procrastination de me dire ah mais je devrais faire plus, je devrais faire plus et ça c'est toujours un peu resté. En revanche, le fait d'être indépendant alors que dans ma boîte j'avais du monde, je me suis rendu compte que je sais pas. Ah, attends, c'est très compliqué en fait cette question de rapport au temps parce que je sais que c'est un J'espère que tu feras des coupes dans la réflexion parce que je peux être très très longue. Je suis pas sûre. Il y a moyen que je le garde tel quel. Mais bon, j'ai toujours eu envie d'aller beaucoup plus vite que la musique au départ. Ces premières, cette envie de prouver que je vais refaire quelque chose de grand, elle était il faut vite que je trouve, vite que je trouve. Et c'est l'année dernière ou ces derniers mois, quand je vais commencer à comprendre, en fait, le coaching et le conseil, ça sera ta vie tant que tu as envie de le faire et ça va être très bien comme ça. Et tu n'as pas besoin de reprouver un truc. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, donc tu peux prendre le temps. Là, je me suis un peu assagie. Donc ça, c'est pour la grande image. En revanche, le temps du quotidien, le temps de guérir, de faire des trucs, ça, d'être dans le rush permanent, ça, c'est un truc que je soigne au quotidien. Ça, c'est un truc que la méditation est rentrée dans ma vie parce que j'ai une tendance à vouloir aller trop vite, faire tout trop vite, manger trop vite, conduire trop vite, ne pas laisser la musique aller jusqu'au bout parce que tu as juste envie d'écouter la prochaine, lire trop vite, tout faire trop vite. D'ailleurs, la vie m'a rappelé à l'ordre la semaine dernière, j'ai eu un accident. Mais je dois me battre sans cesse avec ces vieux démons T'es en lutte un peu contre ce sentiment d'urgence. Permanente. Plus tendant la vie pro, là où je me suis dit ça prendra le temps, les belles choses prennent du temps, et va au bout des choses, et voilà. Mais dans mon quotidien, il y a 2 rapports au temps différents, je crois. Mais Et ce qui aide aussi à l'apaisement, j'imagine, c'est de t'avoir fait un quotidien qui te ressemble. Tu parlais de méditation, tu parlais de nature. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre comme intransigeable, on va dire Je crois que tu es assez familière avec le terme de routine, par exemple. Ouais, et Quand elle n'est pas enfermante, bien sûr. quand elle n'est pas enfermante et quand elle ne se réfléchit pas en termes de routine. C'est des choses que je fais spontanément. Marcher 2h30, on peut se dire, ah bah, c'est ta routine. Non, c'est ma vie, en fait.
C'est comme te laver les dents, c'est des trucs auxquels tu penses pas. Bah, Mmh. moi, me lever le matin et aller marcher, c'est obligatoire, j'ai mon chien, mais même quand je suis à Londres, en fait, je me rends compte que avant que tout le monde se lève, il faut que j'aille marcher, il faut que je prenne la lumière du jour et c'est pas un truc, je le fais pour quelque chose. C'est Mmh. non, c'est mon enfin, c'est c'est juste que je dois faire parce que je le sens et voilà. Hem, Oui, c'est primaire, quoi. c'est primaire, exactement et ça répond pas à une règle. Je le fais, ça me fait du bien, mais je le fais pas parce que ça me fait du bien. Je le fais parce que juste si je le fais pas, bah, c'est comme te laver les dents. C'est un truc qui c'est Mmh. tellement automatique en fait, ça se et truc d'ancrage, ben, ouais, oui, méditation, step back quand tu te rends compte que ça va trop vite, et Sport? oui, j'ai du mal à m'y tenir, mais vu que je marche beaucoup, j'ai l'impression que c'est ça Mmh. mon activité et que j'ai Mmh. pas besoin de avant je forçais beaucoup, je faisais du HIIT, j'essayais de faire des trucs de voilà, qui collent à ma personnalité d'un peu vénère, mais quand j'ai compris que ça me réussissait pas forcément, j'ai aussi essayé de ralentir Mmh. mon rapport au sport et d'arrêter de faire des courses à pied, voilà. Ouais. Hem, Ça peut être de la fuite aussi, effectivement, le sport, sur un certain complètement, point. complètement et j'en ai besoin. Compensation forte, Ouais, mmh. ouais. Et voilà, mais tu vois, le truc des routines, c'est vraiment j'aimerais tellement être une nana de routine. Et là, avec, justement, on a refait ça hier, j'ai un buddy de routine qui s'appelle, Nance Thomasé, qui est le mec de Nu et culotté. Et OK. Nance, et moi, on a un grand jeu, c'est que on se fait des paris où on a, par exemple, un mois de moins de 4 heures de téléphone par jour, 2 litres, d'eau par jour, jeûne intermittent, machin truc. Et si je n'ai pas un buddy à qui je dois rendre des comptes pour dire: «Ah bah voilà aujourd'hui», enfin Mmh. voilà, où on s'envoie nos perfs, nos trucs, nos machins, je ne me tiens à rien Mmh. s'il y a pas si c'est pas gamifié, tu vois? Et j'aimerais être une nana de routine, mais bon. Mais c'est pas mal, tu as rendu le truc ludique, Ah mais en ça fait. ça tu n'as pas le choix parce que Mmh. là le truc qu'on s'est mis en place, c'est on a réservé un énorme resto le 16 décembre. C'est réservé, on ne sait pas qui va payer, c'est celui qui aura coché le moins de croix dans son tableau et j'ai pas envie de payer 350 balles de resto à Nantes. Je n'ai pas envie et lui n'a pas envie Bien sûr. et donc tu vois, là où, hem, l'échec devient plus insupportable que le fait de le faire. C'est Mmh. ce que je te disais en début d'épisode et je crois que ma vie, je la régis un peu comme ça et j'essaie de trouver des hacks pour Mmh. justement et pour ralentir aussi. Hem Voilà, donc bon, ça part dans tous les sens, mais c'est bon. Non, non, mais c'est très motivationnel déjà pour tenir sa routine. Je pense qu'il y a rien de mieux. Ça plairait à beaucoup, à mon sens. Hem, Au-delà de cette routine, je sais que tu as un rapport à la nature aussi, assez important. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, c'est elle qui m'a enseigné que en fait, les choses, elles vont se faire sans que tu rushes les choses. C'est une question de rapport au temps aussi, en fait, Tout à fait. la nature, elle force pas et tu tout. Hem, les choses, elles sont plus belles que ce que n'importe quoi que tu pourrais forcer Mmh. en laissant les choses faire et elles trouvent toujours leur place exactement là où il faut. Sans surintellectualisation, enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc d'ancrage. Elle t'apporte tout, elle t'enseigne tout pourvu que tu prennes le temps de l'observer et tu l'humilité, enfin, elle t'apprend l'humilité aussi. Je dis ça, je j'ai pas cette réflexion quand je marche dans la nature Bien sûr. avec, je suis quand même pas la meuf très très ésotérique et très, mais Ça chemine un peu dans l'invisible, quoi. ça Ouais. chemine dans l'invisible, Mmh. exactement, exactement et je l'intellectualise pas, mais avec le recul, je pense que c'est ça qu'elle m'offre, c'est Mmh. les leçons, quoi, c'est elle est ju elle Mmh. fait pas, elle l'est, quoi et c'est oui, c'est elle a l'air tellement con et perché, mais tu Non, non, mais voilà. pas du tout. Mais je trouve que justement, même cette connexion à la nature, avec tous les réseaux sociaux, le rapport au téléphone Oh non. qu'on connaît aujourd'hui, Mmh, c'est une vraie difficulté aussi, s'y ouais. plonger entièrement. Hem, je sais que tu as un rapport au téléphone justement, alors peut-être que c'est aussi dans ces objectifs que tu te donnes avec, Mmh. ton pote, mais plus détaché. Du moins, c'est ce qu'il en ressort sur Ouais, les réseaux ouais, sur ce que tu publies, tu vois? En ouais, story et tout. ouais, Comment ouais. comment tu as mis ça en place? Bah, c'est qu'en fait, ça me saoule et ce que je te disais,
Je fais pas rentrer un rond dans un carré, quand je force, ça tombe à côté. Et moi, la peur de sonner générique et de faire pour faire, je pense qu'il y a enfin et par respect et amour que j'ai pour les gens, j'ai pas envie de me forcer à faire des trucs, Mmh. pour polluer. Pourquoi? Pour pas qu'on m'oublie. Avant, j'avais ça. J'ai eu la peur qu'on m'oublie. Maintenant, je me dis: «Bah, oui, je préfère être oubliée que de donner à voir une personne qui n'a pas envie d'être là». Hem et puis, j'ai aussi et puis c'est un peu du en fait, les réseaux me servaient à défendre une image ou me servaient à défendre un message qui était en l'occurrence, «Prenez ce produit, c'est bon pour votre santé» et j'y crois du plus profond de mon cœur et j'y croyais avec ce produit. Aujourd'hui, je sens que je n'avais pas, vraiment une ligne directrice ou un truc que je voulais vraiment, Mmh. heu, que j'avais compris et appris que je pouvais diffuser. Alors c'est épisodique. C'est pour ça, des fois, je fais des newsletters parce que j'ai vécu quelque chose et que je me dis: «Ça peut être utile». Des fois, je vais partager une connerie sur Instagram parce que c'est des choses qui m'ont tenu à cœur ou je vais partager des rencontres que j'ai fait ou une marque que j'ai bien aimée, un peu plus, c'est un peu plus rare, mais ça peut être ça aussi. Hem et mmh Et je me suis détachée du, faut être là, faut plaire à l'algorithme. J'ai vu des copines faire des burn-out d'Instagram. Mais Mmh. où on est? Je veux pas répondre je suis pas une machine à like, quoi, enfin et donc c'est pas grave, j'ai perdu, 4 000 abonnés, je crois, depuis que, hem, j'ai eu un pic à 34-35. Là, je suis à 30. Je dis pas que de passer sous la barre des 30, ça va pas me faire quelque Mmh. chose, mais j'en ai fait mon deuil, tu vois? On Qui en met le revient un temps peu à soit. ce que tu disais tout à l'heure avec le ratio, coût-bénéfice. La liberté est plus importante, en fait. 3000 fois. Mmh. Tu peux pas te dire libre et être toujours, dans ton téléphone à te dire: «Ah, faut que je publie parce que ça fait longtemps Mmh. que j'ai pas publié». Je l'ai été comme ça. Les gens vont m'oublier et là je me dis: «Bah, les gens vont m'oublier, so what?» Mmh. Quand je referai quelque chose demain où j'aurai un message à défendre et qui refera écho chez les gens comme mon vinaigre a pu faire écho chez les Mmh. gens, et ben, je referai une nouvelle team et ceux qui sont là, d'hier ne sont peut-être pas intéressés par ce que je vais prôner demain Mmh. et c'est ça la vie, en fait. Et tu peux pas dire à ton ex: «Non, mais reste avec moi!» alors que tu as vachement changé. Bah, les réseaux sociaux, c'est pareil Oui, tout à fait. et pour OK, rester dans ton l'analogie, nous revient. et donc j'en suis là et qui m'aiment me suivent, Mmh. puis voilà. C'est quoi l'objectif du coup quand effectivement tu publies une newsletter ou un message sur les réseaux? C'est d'inspirer? C'est de susciter de la réflexion en face? Du mouvement? De C'est l'action? C'est c'est quoi? de déculpabiliser. OK. Moi, c'est un de mes mots préférés au monde, de dire aux gens: «Hey, tu pas tout seul et regarde, j'ai trouvé ce truc, ça peut peut-être aider». C'est qu'on se reconnaisse un peu, tous, parce que moi aussi ça me je c'est une contribution à ce que moi je peux, ce que les réseaux m'ont apporté. Il y a des newsletters enfin qui m'ont fait un bien fou après la lecture en me disant: «Ah ça Mmh. fait du bien de se sentir ensemble», tu vois? Alice Veil notamment, elle a une super newsletter, hem et heu et même les news de Jess, enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc de: «Waouh, on est ensemble» et je veux contribuer aussi à ça en mode on est ensemble et moi, à chaque fois, j'essaie d'avoir, un peu, des outils qui peuvent aider Mmh. et les newsletters, ouais, servent à créer ce lien et se dire: «Je suis passée devant les gars, ça va bien se Mmh. passer». Et au-delà des autres, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Est-ce que c'est un peu cathartique aussi d'écrire? Ouais, j'adore écrire. J'adore, il y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais je prends beaucoup de plaisir à écrire pour les autres dans l'ombre. Ça se finit toujours comme ça quand je travaille avec les marques, où je dis: «Bah, vous devriez faire ça, Ah! ça, ça». «Ah bah Mmh. non, attendez, rédigez plutôt ça comme ça» et ça se finit toujours par: «Marina, tu veux pas le faire?» et j'adore, j'adore. Je Mmh. fais pas du copywriting en tant que tel, mais c'est un bonheur absolu. Quand j'accompagne des gens, à chaque fois, je leur donne deux trois conseils: «Bah, change comme ça et tout». C'est toujours comme ça. «Tu veux pas le faire?» «Ah si, vas-y». Ouais, donc écrire aussi pour moi, mais je me fous beaucoup trop la pression. Surtout quand, j'ai de la chance, mes newsletters, elles sont super ouvertes et j'ai beaucoup de réactions et quand j'ai pas de réaction ou moins, Mmh. ben, ça me touche alors que j'essaie de m'affranchir de ça, Mmh.
Mais quand il s'agit de l'écrit et des choses un peu plus deep, j'ai vraiment envie que ça marque. Et en fait, souvent, ça marque dans l'ombre. Mmh. Mais du coup, j'ai un espèce de... Quand j'écris, j'essaie vraiment de m'affranchir de... C'est pas grave, donne ce que tu as à donner et n'attends pas... merci, ça m'a aidé. C'est peut-être que ça a aidé quelqu'un qui te l'a pas justifié, mais enfin, qui te l'a pas signifié. Et ça suffit. Mmh. Donc, ouais. Ouais, s'affranchir de ce besoin de reconnaissance pour rester un peu sur son axe. Et c'est chaud. Et C'est chaud, ouais. c'est vraiment dur. Mmh. Mais il y a un truc qui m'aide aussi vachement, c'est que l'algorithme change énormément. Ouais. Et qu'on n'est plus à ce rapport de like et vue, finalement. C'est l'enregistrement qui prime et Mmh. des choses qui sont en fait dans l'ombre. Et combien de fois, nous aussi, est-ce qu'on va liker et commenter tout ce qu'on a aimé? Pas du tout. Et J'avais cette discussion aussi la dernière fois, pas du tout. On est beaucoup moins actif en on fait. est moins Paradoxalement, actif. on est plus observateur, Ouais. mais on est davantage passif, Mais même dans qu'est-ce le qu'on lien en fait. consomme? Mmh. Donc, faut avoir le respect aussi pour les gens de l'ombre. Mmh. Ouais, clairement. Et ouais, mais c'est tellement compliqué. Ça, c'est toujours un combat, hein. Ouais, bah, qui va prendre de plus en plus, de place, je pense, et Ouais. d'importance. Mais tu vois, je pense que c'est un combat dans le sens où j'ai l'impression et mon problème, c'est que j'ai fonctionné à une époque. J'ai fonctionné aux 1000 likes, aux 100 000 vues, aux machins et donc quand j'ai pris du recul sur les réseaux et que de temps en temps, je fais des petites apparitions, je me dis: «Bah, merde, ça marche pas autant qu'avant, j'ai plus rien à apporter, je suis Mmh. qu'une merde». Si j'avais pas marché, Mmh. j'aurais pas d'attente. Complètement. Donc des fois, le succès, bah, ça sert à rien. Bah, ça crée des attentes Ça crée des supplémentaires, attentes en et ça te fait. laisse en inertie parce que tu Ouais. veux mais personne t'attend, en fait. Mmh. Mais personne t'attend et je me dis toujours: «Mais que vont penser les gens?» Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Voilà, Ouais. voilà et on se dit: «Ah bah, dis donc Marina, elle est plus combien?» «Et alors? Quand bien même. Est-ce que tu as envie de travailler avec des personnes qui te jugent sur des likes?» Mmh. Non, Complètement. et c'est dur. Ouais. Non, c'est vraiment un chemin, je suis Mmh. d'accord. Je pense qu'il faut se raccrocher aussi effectivement au sentiment que tu décrivais de rapport à soi, où tu disais, te sentir à ta place. Mmh. Après, c'est quelque chose de constamment mouvant, donc j'imagine que ta place dans 6 mois, 1 an sera peut-être pas la même qu'aujourd'hui. Tellement, Voilà. tellement. Mais qu'est-ce que cet alignement-là, aujourd'hui, cette confiance dans le fait d'avancer dans le bon sens, t'a apporté dans le rapport que tu as avec toi-même? Mmh, je sais pas, bah, déjà en soi ça se suffit, hein, c'est une confiance aussi, c'est plus un concept la confiance. Mais par contre, je sais que ça chérit, chaque jour que Dieu fait. J'ai une confiance sur ce qui vient sera bien. J'ai une confiance sur le cap aujourd'hui. Mais la confiance au quotidien, faut que je me rappelle toujours de la vision que j'ai. Mmh. Et après, honnêtement, je sais pas, au quotidien, j'ai du mal à te dire, ce que ça a changé. En tout cas, je sais pour sûr que j'écouterai plus le premier venu qui, sous couvert de diplôme ou de réussite passée, me dira comment faire. Maintenant, mmh, je suis suffisamment ancrée dans Mmh. le sol pour pas tomber au premier coup de vent qui passe ou suivre une Mmh. voie en disant: «Hop, je vais prendre celle-là». Non, maintenant j'ai mon cap et j'y Mmh. vais et je sais qu'aujourd'hui je peux tenir des choses jusqu'au bout. Là où quand j'étais un peu paumée, je suivais pas mes engagements en disant je sais pas, ouais, aujourd'hui il y a un truc un peu, Ancré. ouais. Mais presque plus que de la confiance, on est sur de l'estime même. C'est-à-dire on est sur, de la valeur aussi de ce que tu es, Ouais. plus globalement, non? Oui, oui, potentiellement et tu sais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que le conseil et le coaching que j'ai fait, j'ai quand même rencontré énormément de personnes où j'ai vu que, ce que mon travail provoquait d'un point Mmh. de vue extérieur et c'était pas ma personne pour qui je le faisais, c'était pour eux donc j'ai pu voir les résultats de l'extérieur Mmh. et je me suis dit: «Putain, en fait, waouh, je fais des trucs, on vient me chercher». Alors qu'au début, je disais: «Waouh, ils se fourvoient, ils ne savent pas, ils viennent me chercher pour ce que j'ai fait dans ma boîte, mais si ça se trouve, ils vont se rendre compte que je suis un putain d'imposteur» et qu'en fait, quasi enfin j'ai jamais eu de retour négatif, mais les gens avec qui je travaille, donc potentiellement tout le monde, sont contents et ont des vrais résultats. Je me suis dit: «Ouais».
En fait, heu, en fait, ça va. Je suis quelqu'un de cool et j'arrête de me cacher derrière, «J'ai réussi une fois, ça va, calme-toi». Non, non, maintenant Mmh. je me dis: «En fait, peut-être que je suis pas si mal et que je peux le dupliquer et que» Ouais, donc c'est presque un cercle vertueux, en fait, mine de ouais, rien, puisque ce besoin de reconnaissance vient nourrir aussi une satisfaction personnelle et ainsi de ouais, suite et finalement, on est peut-être plus doux avec soi aussi, quoi. ouais, d'aider les autres, en fait et quand Mmh. tu te rends compte que tu as une valeur chez les autres, d'arrêter de se regarder le nombril, Mmh. ça aide beaucoup à s'estimer davantage. Se tourner vers l'autre, de toute façon, c'est ce qui te permet le plus, de te kiffer. Donc donne et tu recevras. Si tu pas bien, bah, pense plus aux autres. Ouais. Aligner, se décentrer un petit peu. Se décentrer complètement. Mmh. D'où Va la dans des nature trucs plus grands aussi. voilà, exactement. Va dans des trucs plus grands que toi, remets-toi à ta place. Sois humble et sers autrui plutôt que toi-même et essayer de te qu'est-ce que tu peux apporter? Quand tu paumé, qu'est-ce que tu peux apporter? C'est ça Mmh. qui va te sauver. Mmh. Te rends compte que tu as de la valeur, voilà. Mmh. J'ai quelques dernières questions, notamment sur la liberté dont on a un petit peu parlé, même beaucoup en tâche de fond, en tout cas Mmh. pendant tout notre échange. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Ouais, ouais, je me sens libre, je me sens très, très libre. Et paradoxalement, maintenant, je cherche à l'être moins en tu vois, en m'enfermant, en m'enfermant, en ayant une maison, en voulant bâtir, en ayant un ancrage et un point de Mmh mh. chute. Mmh. Hem, donc je Mais me sens libre, mais je est-ce qu'on n'est pas tout autant libre, même en ayant un ancrage? Est-ce que c'est forcément géographique? et je pense qu'effectivement, c'est une forme de liberté de savoir que, heu, c'est le choix du roi, de savoir que tu as un ancrage et que mmh, tu peux aussi autour. Ouais, Donc tu te sens libre. je me sens libre, ouais. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite encore à se lancer dans son changement de vie? Sa transition pro notamment? Quel conseil tu lui donnerais si tu avais un conseil? Mmh. Pourquoi tu veux le faire? Profondément pourquoi? Et est-ce que l'idée de ne pas le faire est suffisamment insupportable? Parce que si elle hésite trop et qu'elle n'y va pas, c'est peut-être que finalement c'est pas si important. Mais vraiment, vraiment d'aller très, 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 très loin dans l'imaginaire de ce que ne pas le faire va t'apporter, va t'empêcher de vivre. Et ouais. Et Oui, vraiment, j'y crois profondément que le passage à l'action, il se fait beaucoup plus facilement quand, l'idée de pas le faire est insupportable. complètement. La souffrance de rester dans la situation, Ouais, le statu quo, ouais, vs effectivement le risque à entreprendre, quoi. ouais et de se rappeler encore une fois, revient dans l'humilité de la vie est courte et on n'en a qu'une et au pire quoi? Et au pire quoi? Mon père a toujours ce cheminement de se dire: «Au pire, au pire, au pire, au pire» et puis au pire, tu reviens chez tes parents, si tu as encore la chance de les avoir ou tu as des potes qui t'hébergent et puis tu vas travailler, je sais pas, enfin, tu as au pire quoi? Au pire, tu as encore un toit sur ta tête. Si tu as encore un toit sur ta tête avec tout le pire et que tu as possibilité de te trouver un taf, genre, il va rien t'arriver. Ça va aller et au pire quoi? Oui, Ça aide complètement. vachement ça, Mmh. Oui, le risque est hyper relatif, en fait. complètement. Mmh. Dernière question. Ce podcast s'appelle Muse. Donc, est-ce que tu aurais une muse à nous recommander? Quelqu'un dont le parcours ou la personnalité t'inspire particulièrement? Hem Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Plutôt femme. On est sur un podcast féminin, oui. Peut-être qu'on élargira aux hommes, hein, mais c'est pas le projet tout de suite. Hem, une muse? Jess, dans sa façon de rebondir, de Jessica Troisfontaine, c'est une nana, in and out, que je trouve absolument merveilleuse et qui s'est réinventée aussi avec brio, qui a su s'écouter, qui a su prendre des risques. C'est tu vois, ça fait partie des personnes avec qui j'aimerais passer plus de temps, où ça a matché tout de suite évidemment, hem, ça c'est des vraies muses. C'est ce genre de personnes. Hem, Ah, Jessica, c'est très bien, l'invitation est lancée. Franchement Jess c'est une perle.
C'est une perle, et et c'est pareil, on va arrêter ce podcast et je vais t'en trouver plein, mais ouais, Mmh. allez, commence par Non, mais une une, c'est belle très comme bien. ça. Voilà, on restera sur cette muse-là. Où est-ce que tu veux qu'on redirige les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur toi? Parce que Où je ils sais veulent. où ils veulent. Allez où vous voulez, Soyez Google, libres, les gars. Insta. Je sais qu'il y a un Hem, podcast à venir, donc j'imagine sur ouais, toutes les plateformes aussi? oui, 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 bah, écoute, sur Instagram et sur LinkedIn, c'est chouette. OK. Sur LinkedIn, je vais commencer à m'y remettre, non pas parce qu'il faut, mais parce que j'ai très envie de justement de parler de ce podcast qui me tient à cœur et qui est un point d'ancrage vers tout ce qui arrivera après, et qui surtout, heu, va me permettre de mettre le halo sur, d'autres gens que moi. Et aujourd'hui, dans cette vie d'après, c'est ça auquel j'aspire. Je veux pas Mmh. qu'on me suive pour, suivre moi, mais pour découvrir des gens qui me font vraiment du bien. Donc Instagram, c'est la maison, et Ouais. LinkedIn pour en savoir un peu plus sur le Tu reste. Trop bien. Tu peux nous rappeler juste le titre de ton podcast? Ça s'appelle Pour tout l'or du monde, qui vise à rappeler que, eh bien, la richesse, telle que je la conçois, elle est tout sauf financière et liée Mmh. au statut social. Et donc, c'est d'explorer, d'autres formes de richesse, Comme la liberté. comme la liberté. Trop bien, bah, écoute, merci beaucoup Marina. Merci à toi, ravie d'avoir été, Cette première la invitée? première. Ouais. Génial, bah, écoute, moi j'ai passé un super moment aussi et Merci je beaucoup. je suis sûre que ça inspirera beaucoup de monde. C'était des questions qui étaient très introspectives, tu vois? Et j'espère que mes hauts, mes bas et mes longueurs ne vont pas embêter tout le monde, mais merci en tout cas. Très bon Merci à toi. moment. Bah, ravie de l'entendre. Salut Marina. Salut.